Tout le monde reste à la maison, ainsi en a décidé les organisateurs du sommet de la francophonie qui survient dans 2 semaines exactement. La CENI organise des séries d'ateliers en vue d'améliorer le cadre légal des élections à Madagascar. Les bureaux de vote ont ouvert sur la côte ouest pendant toute la journée. 140 millions d'Américains vont pouvoir désigner un successeur à Barack Obama et élire également les représentants du Congrès que les démocrates espèrent reconquérir. Vous verrez. Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous aurons tout à l'heure une invitée, la présidente du bureau des taxis d'Antananarivo. Dans l'actualité ce soir, la CENI organise des séries d'ateliers en vue d'améliorer le cadre légal des élections à Madagascar. L'objectif étant d'aboutir à des élections transparentes et acceptées par tous. Ainsi, une révision du code électoral de la liste électorale s'impose. En outre, le financement des élections doit être justifié et propre et l'indépendance de la CENI doit être garantie. Rappelons que les élections qui se sont déroulées ces dernières années à Madagascar ont toujours fait l'objet de contestations comme celle de 2013. À l'issue des ateliers menés par la CENI, les propositions relatives à la révision du code électoral seront connues ce jeudi. Étant donné que les dirigeants continuent de faire la sourde oreille, le mouvement pour la liberté d'expression prévoit d'organiser une manifestation durant le 16e sommet de la francophonie qui sera organisé à Madagascar. Reportage de Zora Koutenjin. Le mouvement pour la liberté d'expression continue de dénoncer les gabégies et les abus perpétrés par le régime actuel. L'usage de la force à l'endroit des populations innocentes est souvent relayé dans la presse ou encore l'entrave à la liberté d'expression. Un citoyen ayant participé à la manifestation de Soumaman est aujourd'hui entre la vie et la mort. En vue d'empêcher la nouvelle loi sur la communication d'entrer en vigueur, ce mouvement compte organiser une manifestation durant le 16e sommet de la francophonie qu'Antananarivo accueillera à partir du 22 novembre prochain. Ainsi, comme les dirigeants continuent de faire la sourde oreille, le mouvement pour la liberté d'expression prévoit d'organiser une manifestation durant le sommet de la francophonie. Le MLE va également continuer de déballer des dossiers impliquant les tenants du pouvoir concernant la vie de la population en général. Le MLE condamne parallèlement les vindictes populaires qui se multiplient dans la grande île et les intimidations qui subissent les populations comme celle de Soumaman. Tout le monde reste à la maison. Ainsi en a décidé les organisateurs du sommet de la francophonie qui survient dans 2 semaines exactement. Apparemment, la population ne sera pas associée aux festivités. Cette décision est contestée par certains, comme les tireurs de charrettes. Reportage de Michel Aranardzone. Faciliter la circulation des véhicules conduisant les délégations qui participent au sommet de la francophonie. Telle est l'explication fournie par les responsables de l'organisation de ce sommet pour justifier le fait que les habitants doivent rester chez eux du 22 au 27 novembre. Ainsi, l'intention des organisateurs est de faire de la capitale une ville morte, une décision que les tireurs de charrettes contestent. Nous sommes obligés de travailler tous les jours pour trouver de quoi nourrir nos enfants. Nous ne pourrions pas interrompre notre activité. La tenue d'une ville morte avait suscité des débats dans le pays il y a quelques mois. Le sénateur Lilisson avait en effet appelé à une ville morte à Antananarivo en mai dernier. Il est depuis recherché par les forces de l'ordre. Il y a apparemment 2 poids, 2 mesures. Il y a de cela quelques semaines, le président du Sénat avait été interrogé sur ce sujet. Voici sa réponse. Nous avons attendu une lettre de la part de la justice portant levée de l'immunité parlementaire du sénateur Lilisson, sans lequel on ne peut engager des poursuites à son encontre. Mais la justice a affirmé qu'il avait été pris en flagrant délit. Ainsi, l'appel à une ville morte est sanctionné s'il est lancé par un opposant au régime. Ville morte, c'est-à-dire la population malagasy ne sera pas associée aux festivités même si le sommet se tient sur notre territoire.
La plateforme des organisations de la société civile dénonce que les tenants du pouvoir ne priorisent pas le côté social. Selon eux, ces derniers se trompent totalement de priorité. Reportage de Muramanch. Le chef de l'État et Razonarmapian est aujourd'hui à mi-parcours de son mandat. Cependant, les conditions de vie de la population ne cessent de se détériorer et l'insécurité demeure omniprésente, selon la plateforme de la société civile regroupant une cinquantaine d'organisations de la société civile. Ces dernières pensent que le régime se trompe de priorité. Il y a beaucoup trop de problèmes qui nécessitent des solutions, dont les problèmes sociaux. Selon les études que nous avons menées, la situation actuelle est la même que celle traversée par les habitants durant la crise. Ainsi, les dirigeants doivent solutionner au plus vite les problèmes sociaux. Selon ces organisations de la société civile, le pouvoir est instable et les lois ne sont pas appliquées. Beaucoup d'organisations de la société civile ont dressé un bilan négatif de 2 ans et demi de règne du régime Razonarmapian. Les critiques concernent notamment la corruption qui ne cesse de gagner du terrain ou encore les violations fréquentes des législations en vigueur. Oui, comme nous l'avons annoncé en début de ce journal, nous avons une invitée. Il s'agit de la présidente du bureau des taxis d'Antananarive. Bonsoir Clémence. Bonsoir Mathieu. Vous avez mis en place le 4 novembre dernier le bureau professionnel des taxis villes d'Antananarive. Pourquoi avoir mis en place ce bureau? Merci beaucoup Mathieu pour cette question. Avant de répondre à cette question, donc, je souhaite d'abord remercier pour commencer toutes les personnes, c'est-à-dire les chauffeurs de taxis villes et les propriétaires de taxis villes comme moi-même, qui ont participé donc à l'élection des membres du bureau professionnel des taxis villes d'Antananarive. Comme vous avez précisé tout à l'heure, cette élection s'est déroulée le 4 novembre dernier. Nous sommes 12 à avoir à siéger au niveau de ce bureau, dont moi-même en tant que présidente. Il y a 2 vice-présidents, il y a 2 secrétaires, un trésorier et puis 6 conseillers permanents. Donc je remercie tous ceux qui ont contribué donc à la concrétisation de cette élection, à l'organisation de cette élection et qui ont participé surtout à cette élection. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, pourquoi avoir mis en place ce bureau professionnel des taxis villes d'Antananarive? Tout simplement pour défendre, en un mot, c'est pour défendre l'intérêt des chauffeurs et des propriétaires de taxis villes, parce que comme on le sait, il y a des décisions qui sont prises par la commune urbaine d'Antananarive et avant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on acceptait tout ce que la commune urbaine d'Antananarive décidait ou disait, parce que, comme tout le monde le sait, nous sommes sous la tutelle de la commune urbaine d'Antananarive, comme les taxis-B d'ailleurs. Cependant, il y a certaines décisions que nous jugeons inappropriées parce que tout simplement irréfléchies. Et c'est à travers ce bureau, Mathieu, que nous allons donc défendre nos droits et nos intérêts. Voilà. D'accord. Donc, défendre les intérêts des chauffeurs et des propriétaires de taxis. Mais pourquoi avoir donc... quelles sont les priorités de ce bureau exactement? Rentrer plus dans les détails. Oui, si j'entre dans les détails, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais citer peut-être toutes nos priorités. 3 priorités pour le bureau, pour commencer donc. Donc c'est la lutte contre les taxis clandestins qui pullulent dans la capitale, parce que ces taxis, donc, ils exercent en parallèle notre activité, c'est-à-dire ils conduisent des voitures de couleur beige crème, parce que c'est la couleur des taxis à Antananarive-Ville. Donc ils exercent le même métier que nous, alors que eux, ils ne paient ni de patente, ni d'assurance. Donc, ils ne paient aucune charge, mais pourtant, ils font les mêmes... sur votre dos. Oui, ils se font de l'argent sur notre dos. Donc ça, donc, on va faire de cette lutte une priorité. Et une deuxième priorité, c'est le renforcement de la solidarité entre les chauffeurs de taxi, parce qu'effectivement, c'est vrai que nous avons essayé auparavant de mettre en place des compétitions sportives comme les taxi-foot et tout cela pour renforcer justement cette solidarité, c'est important. Et nous d'ailleurs, lorsqu'on a décidé de mettre en place ce bureau, c'est justement pour témoigner que désormais, nous les taxis, nous sommes solidaires, nous sommes unis, nous sommes une famille.
Donc, pour renforcer cette solidarité, donc, que nous avons décidé de mettre en place ce bureau. Et le dernier point que nous fixons comme priorité, c'est la lutte contre tous les abus dont sont victimes les chauffeurs donc, lorsqu'ils travaillent, donc les abus qu'ils subissent sur les routes. Voilà. D'accord. Il y a une session extraordinaire qui se tient depuis ce matin à l'Hôtel de Ville. Et parmi l'ordre du jour figure l'arrêté régissant l'activité d'état civil. Quel est votre avis là-dessus ? Effectivement, on venait de l'apprendre qu'il y a une session extraordinaire qui se tient actuellement à l'Hôtel de Ville d'Antananarive, une session à laquelle prennent part donc, les conseillers municipaux. Et parmi l'ordre du jour, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, figure parmi donc l'arrêté régissant notre activité, notre métier. Je ne vais pas aller par quatre chemins, je vais immédiatement dire que cet arrêté, eh ben, on le condamne. On n'accepte pas la teneur de cet arrêté, tout simplement parce que beaucoup de points qui figurent dans cet arrêté sont irréalistes. Si je ne cite que la tenue d'un contrôle technique durant lequel 104 points vont être examinés sur les véhicules. Nous savons tous que les véhicules qui circulent à Antananarive, notamment les taxis civils, ils datent, leur année de première mise en circulation, ça date d'il y a 20 ans, d'il y a 25 ans. Donc il ne faut pas être irréaliste, il faut être réaliste lorsqu'on prend des décisions et c'est justement pour cela qu'on interpelle la commune urbaine d'Antananarive. Nous tenons à dire donc aux responsables, aux décideurs, comme quoi désormais lorsque vous prenez des décisions concernant notre activité, notre métier, n'hésitez pas à nous consulter. Surtout que désormais, donc, il y a le bureau professionnel d'état civil d'Antananarive. Donc nous sommes prêts à discuter, nous sommes prêts à améliorer notre activité, mais il faut que la dictature et tout ça cesse. Il faut qu'on arrive à mettre en place quelque chose de consensuel pour que tout le monde arrive tout le monde gagne, si je peux le dire. Voilà. D'accord. Et nous n'acceptons pas non plus le contrôle technique dont le coût avoisine 80 000 arrières. Actuellement, nous effectuons une contre-visite auprès du centre de contre-visite à Antsakavir. Nous ne payons que 10 000 arrières. Moins de 10 000 arrières même. Et avec cet arrêté, avec tout ce qui est mentionné dans cet arrêté, on doit payer désormais 10 000 à 80 000 arrières. Donc, on n'acceptera jamais ça. Donc, pour nous, donc, cet arrêté, c'est un arrêté qui tue l'état civil. Et voilà pourquoi, donc, nous n'accepterons jamais qu'il soit mis en œuvre, qu'il soit exécuté. Voilà. Merci beaucoup, Clémence, la présidente donc, du bureau des taxis d'Antananarive, d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup, Mathieu. Sur le plan international, on commence avec une image américaine, celle des files d'attente qui ont commencé à se former outre-Atlantique. Le compteur final est désormais lancé. À l'issue de cette journée, les Américains auront à désigner un nouveau président. Sur les explications de France 24. Dans une ambiance calme ici à Washington DC, car il n'y a pas énormément d'enjeux, 3 grands électeurs alloués par le district de Columbia. En revanche, à l'échelle nationale, on parle d'une ambiance plutôt fébrile, notamment dans certains des États clés. Vous savez, ces États qui sont âprement disputés, ceux que l'on appelle les swing states, qui peuvent basculer entre les deux camps. Ne prenons par exemple que l'exemple de la Pennsylvanie, où nous étions hier. Là-bas, les sondages donnent Hillary Clinton et Donald Trump relativement serrés, même si la démocrate est légèrement devant. Et l'ambiance y est fébrile, et bien tout simplement parce que les démocrates faisaient campagne jusqu'à la dernière minute, la peur au ventre. Et du côté républicain, eh bien, on se plaignait de fraude, par exemple. Vous savez que le candidat républicain n'a cessé de parler d'un système truqué contre lui, contre ses partisans. Et donc, il les a justement appelés à surveiller les bureaux de vote. Et cela
cela ne plaît pas forcément aux officiels qui se plaignent d'avoir déjà reçu des centaines, voire des milliers de plaintes pour intimidation électorale. Les officiels de l'État de Pennsylvanie ont même rappelé que d'intimider un électeur ou une électrice qui essaye d'exercer ce droit fondamental est passible de 10 ans de prison. Ça en dit long tout de même sur l'ambiance qui règne dans ce pays au terme d'une campagne, elle aussi âprement disputée et marquée par les controverses, les scandales, mais aussi les mots durs que les candidats ont eus les uns pour les autres, et ce, jusque dans ce sprint final. On sait, Gallagher, les sondages très serrés, les toutes dernières enquêtes qui ont été diffusées ces derniers jours. Tous les espoirs sont donc permis dans le camp Trump, même si les démocrates s'imaginent déjà dans le bureau ovale. Pas forcément, les démocrates pensent effectivement, pas officiellement, tout du moins ils disent qu'il faut se battre jusqu'au bout, que rien n'est gagné, et c'est leur manière bien, de mobiliser les électeurs, les électrices, de leur dire de ne pas faire preuve de prétention ou de se croire déjà vainqueur avant même d'avoir franchi la ligne d'arrivée. En revanche, du côté Trump, il y a aussi cet espoir caressé d'une énorme surprise de voir par exemple émerger un réservoir de voix pro-Trump insoupçonné qui n'ait pas été détecté par les centaines, les milliers de sondages qui ont été pratiqués ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc des deux côtés, on veut continuer d'y croire jusqu'au bout, même si c'est vrai que la quasi-totalité des sondages qui justement ont été pratiqués tout récemment donnent la démocrate devant, aussi bien à l'échelle nationale que dans pas mal de ces États clés qui vont être déterminants quant à l'issue du scrutin. Dans le reste de l'actualité internationale, il y a aussi cette bataille qui est entrée hier dans sa 4e semaine. L'offensive sur Mossoul se poursuit avec de nouvelles avancées réalisées ce matin au nord de la ville. L'organisation État islamique, bientôt totalement prise en étau à Mossoul, est également visée sur le front syrien. Depuis 2 jours maintenant, les forces arabo-kurdes avancent vers Raqqa, capitale autoproclamée du mouvement en Syrie. L'opération baptisée Colère de l'Euphrate, soutenue par Washington, est destinée à isoler la ville. Les combats qui s'annoncent rudes ne font que commencer. Reportage de France 24. Petit à petit, l'étau se resserre sur Raqqa. Aux mains du groupe État islamique depuis juin 2013, la ville située sur la rive gauche de l'Euphrate concentre actuellement la majorité des efforts de la coalition anti-djihadiste en Syrie. Lancée samedi dernier, l'opération Colère de l'Euphrate mobilise des forces démocratiques syriennes, des Arabes et des Turkmènes. En tout, plus de 30 000 combattants. Premier objectif, isoler Raqqa en coupant les principaux axes de communication avec l'extérieur. Il reste encore 30 ou 31 km entre nous et Raqqa. Dans les jours qui viennent, si Dieu le veut, nous nous dirigerons vers Raqqa et nous la libérerons. Sur leur route, les forces arabo-kurdes soutenues par Washington se heurtent à la résistance des djihadistes. Dans ce village, il y avait des voitures piégées du groupe État islamique qui ont explosé. Nous avons également libéré Abu al-Ash, où il y avait là aussi des voitures piégées se dirigeant vers nous. Des avions les ont visées et elles ont explosé. Nous contrôlons à présent entièrement la région. Qu'ils soient américains, français ou britanniques, ce soutien aérien s'avère déterminant pour l'avancée de la coalition anti-djihadiste au sol. Des puissances occidentales qui déploient également plusieurs dizaines de conseillers militaires sur le terrain. Je vous rappelle ce qui a marqué notre édition ce soir. Tout le monde reste à la maison. Ainsi en a décidé les organisateurs du sommet de la francophonie qui survient dans 2 semaines exactement. Les dirigeants continuent de faire la sourde oreille. Le mouvement pour la liberté d'expression prévoit d'organiser une manifestation durant le 16e sommet de la francophonie qui sera organisé à Madagascar. Et enfin, l'offensive sur Mossoul se poursuit avec de nouvelles avancées réalisées ce matin au nord de la ville. L'organisation État islamique bientôt totalement prise en étau à Mossoul. Voilà qui clôture cette édition. Prochain rendez-vous avec le journal en version française demain à 20h45. Bonne suite de programmes sur Cool TV. Au revoir.